Bonjour à tous, madame, monsieur, bon début de semaine. C'est la revue des grandes unes sur Equinox Télévision, la première édition de cette semaine. La nouvelle expression parle de décès d'un médecin, confusion autour du diagnostic, c'est le grand titre du journal. Le journal explique que, soupçonné d'être atteint du Covid-19, il est enterré précipitamment à Douala, alors que le corps était donc attendu à Ebolova. Un deuxième certificat du genre de mort atteste du contraire. La famille Kouroussé donc menace de porter plainte. C'est à lire en page 3 du journal, disponible en kiosque ce matin. Le même journal parle de sanction de Maître Abobala, protestation donc contre ou groupée des ONG, des organisations de la société civile régionale et même internationale. On a signé une déclaration pour dénoncer le licenciement arbitraire et au relent donc politique. Et le journal propose également l'article ce matin en page 7 et on parle également de la distribution des masques. Les bénévoles du mouvement pour la renaissance du Cameroun libérés enfin. Ils ont été remis en liberté après avoir passé 4 jours dans les geôles de la police pour avoir distribué des masques et des gels hydroalcooliques aux populations. C'est ce qu'on découvre dans le même journal en page 3 ce matin. L'œil du ciel de ce matin parle également du Covid-19 à Bagno, conflit ouvert entre le préfet et le Lamido. Le journal Click-Tête d'information en page 7 fait savoir qu'il y a justement cette guerre qui règne donc depuis quelque temps entre le préfet et le Lamido, qui est par ailleurs sénateur, lui qui estime qu'il faut ouvrir les mosquées, alors que le préfet estime qu'il faut respecter les mesures barrières, notamment les mesures de la hiérarchie, qui parlent notamment de la fermeture des mosquées avant la levée de cette mesure. Justement, c'est à lire dans le journal en page 7. Le journal parle également du Ramadan 2020 à Garoua. Les préparatifs s'intensifient dans les ateliers de couture et autres, c'est en page 8. On parle également de l'extrême nord où les centres de prise en charge du Covid-19 sont donc débordés. Le journal parle de tout cela en page 3. Vous aurez l'occasion de parcourir le journal en question et s'intéresser justement au traitement qui a été fait. Et en même temps, on découvre aussi le journal Le Jeune Enquêteur qui en kiosque parle des mairies de Pété Bandjoun, les dessous même de l'élection de Niki Love Maptué Fosso. Le journal parle donc de plusieurs faits. Le grand jeu du ministre d'État à Foumou. On parle également de Kenye David, un jeune loup élu donc premier adjoint, un hôpital de référence à construire donc à Bandjoun. Tout cela dans le journal disponible en kiosque ce matin sont des informations que je vous invite à lire. On s'intéresse également aux 13 engagements de la toute première femme maire de Bandjoun également à lire ce matin dans le même journal. Dossier à lire donc de la page 6 à la page 8. Et on s'intéresse aussi à l'eau et l'énergie. Qui veut la tête du ministre Gaston Elundu Essomba? Autant de questions à découvrir dans le même journal disponible en kiosque que ce matin. Le messager qui est disponible parle de Macron, Biya, Camto et la Basse, donc avec notamment les révélations de Calibro, tout cela dans le dossier à lire de la page 6 à la page 7 du quotidien Le Messager qui parle également du professeur Aimé Bouni avec d'autres révélations. Le médecin camerounais victime donc ou alors bourreau, c'est une question, c'est à lire dans le même journal disponible en kiosque ce matin. Mort controversée de Franklin Difford, c'est ce que le journal propose également parlant de nécrologie en page 3 du quotidien Le Messager. Le quotidien Le Jour, pour sa part, parle de chefferie Bangou avec le grand cafouillage. Le journal s'intéresse également après le Covid-19. Comment rebondir? C'est une question. Quelle est donc la capacité réelle des dirigeants du Cameroun à cerner les véritables contours de cette crise? C'est une question que se pose le journal ce matin. Le même journal qui parle également du Covid-19 avec la contribution du groupe Kadzi à lire dans le même journal. Et puis on parle d'endettement. La note souveraine donc, du Cameroun divise, c'est ce que propose le numéro en page 6 de ce matin. Émergence pour sa part parle de dégradation même de la note du Cameroun, de grosses difficultés financières en vue, c'est le dossier proposé par le journal. Le journal parle également d'autres choses aussi, parlant notamment du Covid-19, l'assaut de l'ordre des médecins contre Malachi Manaouda, c'est à découvrir dans le même journal. Et on s'intéresse également à l'hôpital central de Yaoundé, le film du décès de 4 bébés à lire dans le même journal en page 2. Et puis, mutation de ce jour, parle donc de pandémie du Covid-19. Les actions du groupe Kadi à découvrir dans le journal et les images parlent d'elles-mêmes dans le numéro de ce matin. C'est tout un dossier que je vous invite à lire également. Le journal Intégration qui parle aussi de controverses sur les réserves de change de la CEMAC. La BEAC répond donc à la BEAC. C'est un dossier que je vous invite à lire dans le même journal. Le journal parle également du Covid-19 au Cameroun. Polémique sur les tests
test rapide made in China, à lire dans le journal. Le journal qui parle aussi des dons présidentiels, des bidons lave-mains de Paul Biya, inutilisables dans plusieurs localités. C'est à lire dans le dossier également proposé par Intégration de ce jour. Et puis le journal Le Soir hebdomadaire qui est en kiosque parle du Covid-19 avec l'élan de cœur de Paul Biya, à lire dans le journal également ce matin. Et le ton qui a été donné par le ministre de l'administration territoriale est distribué donc dans plusieurs localités du pays. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le numéro de ce matin. Le journal parle également du stade de Paul Biya de Lembe. Rien n'est vraiment prêt parce que c'est toujours en chantier alors que nous approchons de la date butoir. Et là, qu'est-ce qui ne marche véritablement pas? C'est tout un article que je vous invite à découvrir ce matin dans le journal L'Équation qui est en kiosque parle donc des actions grandioses du RIPREM. Salué donc ici dans l'Undé, c'est allé dans le journal. Le journal parle également d'autres faits qui sont donc intéressants dans le numéro disponible en kiosque ce matin. Repère parle de stade de Lembe. Magil, un casse-tête pour le gouvernement. C'est tout un article à lire ce matin également et d'autres informations à découvrir dans le même journal. Le journal L'Économie qui est en kiosque parle donc de Douala, Kribi, Limbe, vers une spécialisation du trafic portuaire. C'est ce que le journal propose. C'est dans une interview accordée donc au journal. Le ministre des Transports, Ernest Massenanga-Libibé, revient donc entre autres sur les avantages et même la réorganisation même du port et à découvrir le port de Kribi précisément. Le journal s'intéresse ici à la décentralisation avec 50 milliards de francs CFA pour soutenir les communes qui aujourd'hui peinent donc à résoudre un certain nombre de problèmes. C'est dans le journal L'Économie de ce matin. Le journal Cameroun Tribune parle de reprise de l'école le 1er juin, les classes d'examen uniquement, c'est ce que dit le journal, après la rencontre, notamment la sortie du Premier ministre qui donnait des précisions sur le déroulement de cette année scolaire. Et donc les classes intermédiaires vont recevoir des bulletins selon bien sûr l'organisation proposée par les ministères des enseignements secondaires et l'éducation de base aussi. C'est ce que le journal propose également ce matin. Et puis EcoSanté s'intéresse à la formation sanitaire avec notamment le désarroi de l'hôpital des districts de Sarre et dans des difficultés de ce côté-là, manque de personnel et un personnel d'ailleurs en nombre très infime aujourd'hui avec plus de 73 000 personnes donc à tout au moins encadrer les populations qui viennent donc régulièrement dans cette formation sanitaire qui manque de matériel et donc du nécessaire de base aussi. C'est ce que propose d'ailleurs le journal Le Maire de cette localité, dit ne plus avoir des moyens pour soutenir la structure sanitaire et surtout avec la pandémie Covid-19 qui continue donc d'inquiéter les populations. Il faut davantage trouver des solutions au plus vite. C'est ce que propose le journal. Le journal parle également de fonds spécial de solidarité. Déjà 3 milliards de francs CFA collectés. C'est ce que je propose au journal. D'autres informations sont contenues dans le même numéro disponible en kiosque ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction ce premier jour de la semaine. Et Bernard Batana est avec nous. Bonjour et bienvenue. Good morning, Boom. Good morning, Bamousso. Good morning, Boom. Good morning, Taba. Bonjour, Flavien Dongo. Bonjour, Thierry Niopel. Je dis aussi bonjour à quelqu'un de très particulier qui est un fidèle, des fidèles de la rubrique des grandes unes, surtout de lundi matin. Il s'appelle Gay Bayemi Jean-Claude Marc. Il est à Bonabéry et il est un des fidèles lecteurs. C'est dit avec un peu d'humour. Elle est un des fidèles lecteurs qui a pratiquement un groupe, un fan de lecteurs à Bonabéry, Togo. Donc, ils sont nombreux à travers le pays bonjour, et même hors du pays qui suivent ce programme au quotidien. Je veux dire de lundi à vendredi. Bonjour Thierry Niopel, bienvenue. Bonjour, merci à vous Flavien Dongo. Je renvoie la politesse à Bernard Batana. Je dis bonjour aux téléspectateurs de la rue des Grandes Unes qui nous suivent avec beaucoup d'entrain. Avec votre permission, je m'incline devant les dépôts de toutes ces personnes parties ces derniers jours, des suites de Covid ou non. Mais toujours est-il qu'il faudrait que ceux qui sont en charge de ce dossier travaillent davantage pour que ces morts qu'on enregistre au quotidien, de la manière parfois la plus controversée, c'est très difficile dans de nombreuses familles. D'accord, on va l'évoquer également dans le journal ce matin, l'Œil du Sahel précisément, qui revient ce matin et s'intéresse à cette pathologie qui continue de faire des ravages. Des personnes qui ont été donc, détectées positives d'ailleurs, à l'extrême nord, les centres de prise en charge du Covid-19 sont débordé et le délégué régional pour la santé de cette localité estime qu'il faut que les gens restent confinés dans leur domicile. Et là, il y a des prescriptions qui ont été également édictées. Il faut avoir un domicile avec, par exemple, 3 pièces et 3 toilettes
différentes, je veux dire, dans chaque pièce, c'est qu'il y ait une opération difficile et être moins de 5 personnes dans la maison pour être pris en charge. Vraiment, là vous mettez le doigt dans la plaie, c'est très compliqué, c'est très difficile justement d'imaginer un confinement dans les domiciles au regard de la promiscuité dans laquelle vivent de nombreuses familles camerounaises et africaines. Il est extrêmement compliqué de vivre dans ces conditions-là, surtout qu'il est rare de trouver des domiciles, surtout dans ce genre dans ces localités-là, notamment dans la partie septentrionale du Cameroun, de trouver des localités où on retrouve des toilettes à l'intérieur, à moins que vous soyez quelque peu nanti, mais cela n'est pas donné à tout au Camerounais lambda vivant dans la partie septentrionale de se retrouver avec 3 pièces, avec trois toilettes différentes. C'est vraiment c'est un peu trop demandé. Il faudrait que le gouvernement se saisisse, en fait, travaille d'arrache-pied pour résoudre ce problème, parce que la santé publique est du ressort de la compétence des gouvernants. Donc, une fois de plus, le chef de l'État, c'est vrai qu'il n'est pas très au front dans la lutte contre cette pandémie. On dira effectivement que le Premier ministre chef du gouvernement est là, le ministre de la Santé publique et tous les autres ministères, ils travaillent d'arrache-pied, mais on aurait bien voulu voir le chef de l'État en premier lieu, au-delà des dons. En réalité, je ne comprends même pas pourquoi on parle de dons dans ce cadre aussi, parce que sinon on dirait que Macron donne des dons tous les jours aux Français. On dirait qu'Angela Merkel le fait pour l'Allemagne, on dirait que Poutine le fait pour les Russes. Non, il ne s'agit pas de dons. Il est du devoir du chef de l'État de le faire. Il est du devoir du chef de l'État. C'est lui qui a été nommé, non le Premier ministre. C'est lui qui a été voté, non le Premier ministre, et non ces ministres qui ont été nommés. C'est à lui que revient la responsabilité de la santé publique. Donc, pour moi, il ne s'agit pas de dons. Il est tout à fait normal qu'il le fasse. Il est tout à fait de bonne loi qu'il travaille. D'ailleurs, on devrait le voir davantage que de le voir, comme on l'a vu de manière sporadique, recevoir quelques personnalités. On l'a vu dernièrement avec M. Lucini, qui est le représentant des Nations Unies pour l'Afrique centrale, être reçu par lui quand il a été reçu quand il a reçu l'ambassadeur de France au Cameroun. On aurait voulu le voir ailleurs que sur ce champ-là. Donc, vivement que l'on travaille davantage pour pour que de pareils problèmes soient définitivement régulés. Alors, c'est un dossier, en tout cas, un article à lire en page 3 du journal Les du Sahel ce matin qui parle de l'extrême nord avec les centres de prise en charge qui sont carrément débordés. Et il faut trouver une autre solution. La solution proposée ici par le délégué régional de la santé pour l'extrême nord est difficile pour les populations. Avant de commencer, avant de répondre à votre question, permettez-moi, à la suite de Thierry, de m'incliner devant la dépouille du président de l'Union des Églises baptistes du Cameroun, Kaka Ipounen, devant la dépouille du secrétaire général du Parti unique pour la rénovation sociale, François Kéléking, qui nous ont quittés pendant le week-end. Maintenant, il faut savoir que nous abordons... Il y a également un médecin, si vous voulez faire la liste. Ça veut dire qu'ils sont nombreux, vous n'allez pas les citer tous, puisque tous les jours, quand même, on enregistre. Nous sommes entrés à la phase de contamination collective, à la deuxième phase du coronavirus. Communautaire. À la contamination communautaire. Et donc, lorsqu'on est dans cette phase, la prévention devait être individuellement collective. C'est-à-dire que chacun devait être son propre médecin. Lorsqu'on parle d'une alternative qui veut qu'on soit dans une maison de moins de 5 personnes avec les toilettes individuelles, ça c'est pour la haute classe. Ce n'est pas pour la classe des masses. Moi je pense que cette alternative ne tient pas. Ce qui est important et qu'il faut dire tous les jours, c'est de respecter les mesures prises. Et agrandir les centres de prise en charge. Agrandir aussi les centres de prise en charge. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut éviter d'arriver dans une situation où tu es positif et que tu vas te retrouver dans un centre de santé où il n'y a pas d'oxygène et autres là. Notre prévention la plus importante pour nous, c'est de respecter les mesures. Ça dit qu'il faut un masque. Aujourd'hui, par exemple, le prophète du Vauru a instauré des masques obligatoires. Quand tu passes dans la rue, ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas le cas. On est encore au niveau de s'amuser sur le respect de ces masques. Moi, je pense qu'on devait autant agrandir le champ de réception ou multiplier les centres, mais aussi prendre des mesures coercitives par rapport à ceux qui se rebellent. Parce qu'il s'agit ici, comme l'a dit, une histoire de santé publique. Et donc, c'est le grand public qui est concerné. Nous sommes chacun concernés de son côté avant d'être collectivement concernés. Moi, je pense que ce qui est important ici pour nous, c'est au lieu de crier aux centres qu'il n'y a pas d'accueil, au lieu de crier à un plateau technique qui n'est pas performant, il faut d'abord éviter de tomber sous le coup du coronavirus. C'est facile. Laver les mains, mettre le casque, respecter la distanciation, sortir quand c'est nécessaire. Voilà, donc c'est ce qu'on peut découvrir dans le journal Extrême Nord avec les centres de prise en charge du Covid-19 donc, qui sont débordés. Et là, juste à côté, il y a dans le même journal, la maladie ne choisit pas les partisans d'une formation politique, précise d'ailleurs l'honorable député RDPC, il s'appelle Abdoulaye Bouguier et du Mayo Louti, c'est dans cette partie du pays également. Donc tous estiment qu'il faut respecter les mesures préventives, des mesures barrières pour éviter d'être contaminé ou alors de contaminer d'autres personnes aussi. C'est ce qu'on peut lire dans le journal. Et par la suite, on observe également que plusieurs tabloïds sont revenus sur le même sujet dans le journal ce matin, dans la plupart des tabloïds ce matin. On voit bien avec la nouvelle expression qui parle donc de ces distributeurs des masques, les bénévoles du mouvement pour la naissance du Cameroun, qui ont finalement été libérés, alors qu'ils faisaient simplement ce geste-là, distribuer les masques et autres gels désinfectants. En réalité, qu'est-ce qu'ils faisaient en prison? Voilà. C'est la question qu'on se pose. Ils n'avaient pas leur place en prison. On a vu ces personnalités ces derniers jours. J'ai lu dans un journal, là, je crois, le jeune enquêteur, le sénateur Tobo Yumlefer, l'honorable Célestin Ketianga l'a fait récemment. Toutes ces personnalités le font au quotidien sans que cela ne fait l'objet d'une quelconque arrestation. Il est tout à fait normal, on l'a dit. Cette maladie ne choisit pas une quelconque formation politique. Que vous soyez du MRC, que vous soyez du RDPC, du PCRN, je ne sais pas quoi, le plus important, c'est de faire des efforts pour accompagner les populations qui n'en ont pas nécessairement. Je vous rappelle que pour acheter le plus petit flacon d'un gel alcoolique, hydroalcoolique, c'est 1000 francs. Tout le monde, vous savez que c'est la Banque mondiale qui le dit, il y a beaucoup de Camerounais, il y a plus de la moitié des Camerounais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui est d'$1 par jour. $1, c'est l'équivalent, je vous rappelle, en fonction des fluctuations, mais restons à 550 francs. Il n'est pas facile pour un Camerounais de s'acheter un gel hydroalcoolique, il n'est pas facile pour tout le monde d'avoir la possibilité d'acheter un masque lavable à 1500 francs ou 1300 ou 1200 francs même, réutilisable même une dizaine de fois. En réalité, nous avons le devoir, ceux qui ont la possibilité d'avoir plus de moyens financiers et matériels pour accompagner cette masse laborieuse qui ne peut pas nécessairement. On a appris, je parlais tout à l'heure des dons du chef de l'État qui a un don de 2 millions de masques qui seront distribués aux commerçants et aux conducteurs de moto-taxi. Je continue à dire que ce n'est pas un don, c'est tout à fait normal, mais il faut davantage le faire. Donc ces gars n'avaient rien à voir en prison, ils ont fait ce qu'on a trouvé bon. On a vu les militants du RDPC le faire en consent, va distribuer des gels hydroalcooliques dans les marchés. Ils n'ont pas été interpellés. Ils n'ont pas été interpellés. Pourquoi interpeller Dieu merci, le mouvement, peut-être l'initiative Cameroun sur je ne sais pas quoi, n'avait peut-être pas l'approbation du gouvernement, mais le plus important, c'est que les gels ont été achetés, les masques ont été achetés, il fallait nécessairement les mettre à la disposition du grand public si le gouvernement n'en voulait pas. Mais comment peut-on mettre en prison des gens? Ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut voir ce genre de choses. Vraiment, ce sont des choses qui sortent de l'ordinaire. Comment peut-on mettre en prison quelqu'un pour avoir voulu secourir son compatriote? Vraiment, c'est aberrant, c'est incongru. Il faudrait que ceux qui gèrent le Cameroun apprennent, avec beaucoup de zèle, apprennent à comprendre que le plus important, c'est l'être humain qu'on est censé gérer. Parce que si tous les Camerounais sont en prison, si tous les Camerounais meurent, ils vont gérer qui? Personne, que je sache. Voilà, donc c'est en page 3 du journal, la nouvelle expression ce matin, parlant de cette distribution des masques avec les bénévoles du mouvement pour la naissance du Cameroun qui ont été libérés finalement. Alors, tout se passe comme si c'était une stigmatisation par rapport aux militants du MRC. Moi, je pense qu'on devait se départir des chapelles politiques.
lorsque nous sommes en face d'un problème. Nous sommes en pleine crise sanitaire. Nous ne sommes pas en période de campagne électorale. Il s'agit d'une crise sanitaire qui concerne tout le monde, indépendamment. Moi, j'ai dit tout à l'heure, ça frappe autant le pasteur que le fidèle, autant le journaliste que le médecin et autres. Donc, cela veut dire que s'il y a une notion qui n'est pas discriminatoire, c'est effectivement cette maladie, ce Covid-19, cette Covid-19. Non, moi, je pense qu'il faut se départir de ça. Il faut se départir de petites querelles partisanes pour regarder l'essentiel. L'essentiel ici, c'est la lutte contre le coronavirus et tous les moyens, toutes les énergies, toutes les personnes devaient être mises en contribution pour parvenir à cette fin. Au lieu de stigmatiser, dire que parce que tu es du MSC, alors tu ne dois pas distribuer les cache-nez. Non, nous pensons qu'on devait se départir de nos chapelles politiques. On devait vraiment se départir de nos chapelles politiques. Et il vous souvient qu'avec Survival, il y a eu ce problème de dons de Survival qui veut distribuer. On y a mis les conditions politiques et autres. Pendant ce temps, le nombre d'infectés augmente. Pendant que nous discutons du oui ou du non, le nombre d'infectés augmente. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Parce que nous serons demain, par rapport à cette pandémie, responsables face à l'histoire, puisque nous écrivons l'histoire. Alors, c'est en page 3 du journal, la nouvelle expression. Le même journal parle de décès d'un médecin, confusion autour du diagnostic, avec notamment ces soupçons. Le journal dit qu'il a été soupçonné d'être atteint du Covid-19. Alors, il est décédé. Et par contre, il y a la famille qui a également mené d'autres enquêtes et d'autres examens qui ont été également effectués. Un deuxième certificat dit qu'il souffrait de la pneumonie. Voilà, ça c'est regrettable pour ce jeune médecin qui a, il faut le dire, opéré, travaillé le 2 mai dernier. Médecin-chef d'une formation sanitaire. Peut-être Crébu à Ebonné, pour être plus précis, l'hôpital espagnol d'Ebonné. Tout le monde sait qu'il était un acteur assez intéressant et apprécié de tous les patients. Il a travaillé les 1er et 2 mai dernier et il en est tombé malade. Quelques temps après, on dit par la suite qu'elle est décédée des suites de Covid. Il a été enterré précédemment et quand on mène d'autres examens, on se rend compte effectivement qu'il souffrait, vous l'avez souligné tout à l'heure, d'une pneumonie. Maintenant, quelle est la distanciation qui existe entre une pneumonie et une Covid-19 quand on sait effectivement qu'au stade élevé, vous avez presque tous les symptômes d'une pneumonie parce que vous avez des difficultés respiratoires, tout se passe au niveau des bronches et c'est pour ça que beaucoup de personnes pensent qu'il y a eu une sorte de business autour de cette affaire de Covid-19. Il faudrait que les médecins qui sont en charge d'établir le genre de mort fassent suffisamment beaucoup attention parce que sur le plan sociologique, sur le plan psychologique, sur le plan même sur le plan anthropologique, on n'enterre pas les morts n'importe comment en Afrique, notamment au Cameroun. Donc, enterrer quelqu'un à la va-vite de manière précipitée sous prétexte que la personne est soupçonnée d'avoir rendu l'âme des suites de Covid alors qu'en fait il n'en était rien. Sur le plan psychologique, anthropologique et psychologique, cela n'est pas réparable du tout. Il faudrait qu'on soit vraiment, avant de parler de ce genre de mort, prendre toutes les dispositions, mener tous les examens nécessaires. En tout cas, on dit par la suite que la famille on arrive à ce menace de porter plainte. Parce qu'effectivement, on ne peut pas comprendre. Prenez le cas de la polyclinique Maréo. Comment peut-on comprendre que votre parent ait été admis dans un hôpital, qu'il soit à la fin des examens et tout cela, il décède et on parle de Covid-19. Le médecin va jusqu'à dire qu'il y a eu cette débandade parce qu'il a refusé d'être corrompu, donc de mettre une autre maladie à la place de Covid. Oui, à ce sujet, il y aurait eu un appel de ce dernier qui a demandé justement au médecin de le laisser partir avec le corps du papa, la suite. Ce qui n'était pas aussi normal. Comment les enfants de cette famille-là, qui étaient en contact permanent avec leur papa, n'ont pas été mis en quarantaine? Personne n'a fait la maladie jusqu'ici.
Je vous rappelle qu'il a été interné. En tout cas, nous sommes à moins de 5 jours. Non, il y a encore moins de 5 jours à partir de la mort, mais pas avant. Il a eu au moins 2 semaines de maladie. Depuis là, il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de signes, il n'y a rien. Qu'est-ce qui peut nous amener à croire effectivement que ce parent est mort des suites de Covid-19? En réalité, il faut que ceux qui sont chargés de gérer ce dossier prennent beaucoup de tact, fassent beaucoup attention, parce que enterrer les morts comme on est en train de les enterrer là, je vous dis, ça a des répercussions sur le plan psychologique qu'on ne peut pas réparer jusqu'ici. D'accord, il faut noter que il y a eu une négociation entre le concerné et le médecin qui a dit qu'il ne pouvait pas laisser partir le corps au village alors que c'était encore Covid-19. Alors donc on reste sur le cas de ce médecin qui décède justement à partir de ce soupçon d'être atteint du Covid-19. Alors décidément, la Covid-19 fait bégayer la science. Il fait bégayer la médecine. On ne peut pas, si un diagnostic est une action scientifique, la science ne soupçonne pas, la science affirme. Elle fait bégayer la science et la médecine, en l'occurrence, parce que, comme l'a dit tout à l'heure Thierry, à la clinique Marie-O, les médecins disent qu'il est mort de Covid-19. Les parents disent que non, il est mort d'AVC. À Bonabéry, on a exhumé un corps parce qu'on pensait qu'il n'est pas mort de Covid-19. À l'église de Franklin Difford, on a cherché à ressusciter le pasteur qui est mort. Je pense qu'il faut que les autorités en charge prennent des mesures pour encadrer cette maladie. Contrairement à ce que Thierry dit, on enterre les morts du Covid-19 illico pour que les autres restent vivants. Ils sont enterrés illico pour protéger ceux qui restent vivants. Parce qu'il a été établi que le virus, la Covid-19, vit plus que jamais sur des dépouilles. Oui, la COVID-19 ne meurt pas avec sa victime. Elle survit à sa victime. Il faut donc que... Le virus va être sûr que la victime est partie. Oui, elle survit à ça. Il faut donc que les autorités encadrent vraiment. Parce que tel que c'est parti, on a parlé tout à l'heure de la contamination communautaire. Nous n'avons pas encore atteint le pic. Parce qu'il s'agit d'une crise. Et la crise obéit à un système d'expansion, du point de retournement et de déclin. Nous sommes encore en période d'expansion, c'est-à-dire la phase montante. Nous n'avons pas encore atteint le pic, c'est-à-dire que je ne peux pas être un prophète de malheur. En tout cas, on doit avoir peur qu'il y ait davantage de victimes. Mais pourquoi ne pas estimer qu'à ce stade aussi, c'est le pic, que ce soit le pic au niveau du Cameroun et que toutes les dispositions soient prises pour qu'on n'aille pas au-delà. Bernard l'a dit tout à l'heure, les mesures barrières sont importantes. Mais on ne peut, dans un environnement comme le nôtre, espérer effectivement le miracle. Parce que faites un tour dans les marchés, Flavien Ndongo. Allez au marché central, allez même ici au marché chinois, ici vers la douche, vous verrez comment la promiscuité fait partie de notre quotidien. Quand vous voyez la manipulation des masques, vous voyez quelqu'un qui porte le masque, le touche à longueur de journée. En réalité, si vous étiez malade, on a même vu certains qui essayaient. Il y a des grémeux, effectivement. Donc, tel qu'en soit les cas, après, même si vous portez ce masque, avec les manipulations qu'on voit au quotidien de ces masques-là, je crains effectivement le pire. On continue à espérer que les Camerounais que nous prendrons conscience de ce que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague, c'est une maladie réelle, que les règles d'hygiène sont primordiales et on continue à prêcher effectivement. Et il faut également des séances, moi je le disais encore tout à l'heure, des séances d'éducation de la population pour expliquer comment porte-t-on le masque, comment le manipuler, ne pas le toucher à longueur de journée comme je vois les gens parfois le mettre sur le menton, le porter par la suite, l'enlever, manipuler, toucher. En réalité, vous êtes porteur des germes d'une manière ou d'une autre. Et quand vous toucherez un objet inanimé, je vous rappelle que le virus peut y résister par exemple de 24 heures. La personne qui viendra toucher le même objet sera d'office contaminée. Donc, il faut pratiquement laver les mains à tous les coups, marcher avec un gel hydroalcoolique, faire des efforts de ne pas se toucher. Est-ce que la distanciation d'un mètre est effectivement possible d'être respecté au Cameroun? Je ne pense pas. Vivement que
Bernard a dit tout à l'heure que chacun travaille à son niveau pour que l'expansion de cette maladie ne continue pas. Parce que quand on voit des prophètes mourir, des hommes d'église mourir, des jeunes mourir, la Covid-19 n'a plus de parti pris, n'a plus d'âge, ce n'est plus une affaire d'âge. À l'époque, on disait des vieux. Aujourd'hui, tout le monde en meurt. Regardez le jeune qui est mort du côté du puce. Il avait je crois, près de 30 ans, mais c'est assez difficile quand même. Quand on voit des gens partir de la sorte. Alors, après le titre proposé par la Nouvelle Expression, il y a le quotidien Le Jour qui dit « Après Covid-19, comment rebondir ?» Alors, comment rebondir? Je disais tout à l'heure que le Covid-19, c'est une crise. C'est une crise qui respecte un certain nombre de paramètres. C'est-à-dire qu'il y a une période d'expansion, il y a une période de retournement et il y a une période de descente, de déclic. Maintenant, nous avons atteint la contamination communautaire. Est-ce que c'est le pic? Est-ce qu'on a encore atteint le pic pour aborder la phase descendante? On ne sait pas. Bon, maintenant, comment gérer l'après-coronavirus? On peut peut-être faire des prospections, des gestions. Il faut qu'on tienne compte de ce que, pendant la crise du coronavirus, le secteur informel a exercer sa dictature. Parce qu'en fait de confinement, s'il y a des résistances à se confiner, c'est parce que l'économie est tirée par le secteur informel dans lequel on vit au jour le jour. Donc il faudra, après cette crise, organiser le secteur informel de sorte que l'économie soit transparente. Comment gérer l'après-coronavirus? Ça reste une véritable question. Il faut donc que le système sanitaire soit réorganisé, adapté aux réalités. Parce que pendant cette crise-là, on voit effectivement l'échec de l'organisation du système sanitaire. Très bien. Alors, limites. Vous parlez des limites, il parle d'échec. Oui, des limites parce qu'il faudrait effectivement travailler davantage là-dessus. Bernard l'a dit, il y a quand même beaucoup d'argent qui viennent d'être injectés autour de la santé grâce à cette pandémie. Il y a par exemple les 135 milliards qui viennent d'être débloqués par le Fonds monétaire international. C'est un prêt. Il y a les 7,7 milliards de la France. Il y a des millions de francs CFA déployés au quotidien par les opérateurs économiques pour accompagner le gouvernement dans cette lancée-là. Vivement que cet argent serve à quelque chose et non à acheter ou à permettre à nos dirigeants de mener un train de vie princier. Que cet argent serve effectivement à accompagner la santé publique. Les médecins ont toujours besoin du nécessaire pour être protégés. À construire des hôpitaux, à les équiper davantage. Oui, on n'arrive toujours pas à comprendre comment est géré cet argent-là. On ne dit pas jusqu'à présent, on parle plutôt de dons. Dons de 2 millions de masques, dons de 2 milliards de... Non, en réalité, comment est géré les 135 milliards de francs CFA débloqués par le Fonds monétaire international, les 7,7 milliards de la France et tous les autres dons que les opérateurs économiques donnent au gouvernement par le truchement du ministère de la Santé publique. Il faut qu'on nous dise exactement à quoi ça sert et à partir de là, on saura. Parce que jusqu'à présent, les médecins continuent à revendiquer des meilleures conditions de travail. Il n'y a pas de masse dans des formations sanitaires. En réalité, il y a encore beaucoup de manquements. Qu'on nous dise, on est vraiment très tué à ce niveau et le ministre de la Santé publique qui est très enclin à donner des chiffres devrait effectivement nous dire qu'est-ce qui est fait avec le ministre des Finances, M. Leopold Moutazi. Voilà. En tout cas, c'est la question qui est posée par le quotidien Le Jour. Après Covid-19, comment rebondir? Et on voit bien qu'il y a des questions qui tournent autour justement de ce cas. Qu'est-ce que les Camerounais vont devenir après tout ça? Et quels sont les secteurs touchés? Et comment est-ce que ces secteurs vont reprendre vie? Autant de questions. Vous aurez l'occasion de parcourir ce que le quotidien Le Jour a proposé comme sujet ce matin. Alors, dans le jeune enquêteur qui est disponible également en kiosque, qui parle du nom, respect avec également ce cas du docteur Inès Laure Camteau, qui est évadée de prison. Voyez-vous, le sujet fait le tour des tabloïds depuis quelques jours. On devra certainement permettre aux lecteurs d'aller lire ce que la presse a prévu à ce sujet. Alors, il s'agit d'un fait inédit. Une femme qui parvient à s'évader de la prison, elle est sous le coup d'un emprisonnement de 5 ans pour une histoire de 45 millions de francs CFA qui l'oppose à Blaise Pascal Talla. Alors cette femme s'est évadée de la prison depuis le 13 mai dernier et il y a un mandat de recherche qui a été émis pour elle. Et à la direction de la police judiciaire de Bafoussam,
il y a 8 de ces complices qui attendent, qui ont été écroués là-bas, qui sont en attente. En tout cas, nous allons, il y a un mandat d'arrêt. Nous laissons le soin au lecteur d'aller lire ce que le journal a proposé, puisque nous sommes arrivés à la fin de cette édition de la revue des Grandes Unes. La presse est disponible en kiosque. Merci, bonne journée à vous, chers messieurs, et à nos chers lecteurs qui vont également parcourir les tabloïds ce matin. C'est le premier jour de la semaine, la première édition. La deuxième, c'est demain, lorsqu'il va être 9h20 sur Equinox. Bonne journée à tous.